Bonjour. Nous allons aujourd'hui mettre en pratique tout ce que nous avons vu précédemment, les différentes fonctions de recherche, les recommandations, l'utilisation des noms et les différentes astuces pour concevoir un outil qui peut servir à faire de la facturation, devis, proposition de prix. Donc, nous en avons parlé, c'est les validations de données, on en fera aussi. Voilà. Ça permet de choisir le code client et donc que les informations clients arrivent là automatiquement. Et ce sera pareil pour les produits. Donc on parlera organisation donc du contenu. Voilà, on a une feuille pour les clients, une feuille pour les articles et on peut avoir autant de feuilles qu'il y a besoin par rapport à différentes parties du document à concevoir. Donc voilà, on est pareil, on va y aller, mais on ira de zéro bien sûr. On va concevoir donc tout cela de A à Z. Très bien. Donc il nous faut déjà une feuille qui va servir justement à créer notre modèle donc de facture. Voilà. Pour commencer déjà, je remarque que beaucoup de personnes sélectionnent toute la feuille, ils mettent un fond blanc pour ne pas avoir ces quadrillages. Sachez que chaque cellule remplie occasionne une prise de poids sur le fichier. Ça peut devenir énorme parce que dans cette version, vous voyez, vous avez 1 million de lignes. Donc c'est pas une bonne approche. Vous avez une case à cocher dans le menu affichage, voilà, et puis quadrillage. Voilà, hop, vous voyez. Donc cela on le fera à la fin, puisque pour l'instant il me faut des repères. Parfait. On va commencer par trouver un logo. Alors c'est sympa, sur ces nouvelles versions, vous avez donc soit une recherche en ligne qui se fait là. Si vous avez un logo, vous cliquez sur image. Donc vous l'importez depuis votre poste de travail. Voilà, j'en ai préparé un qui veut peut-être pas dire grand chose, on en reparlera. Voilà, et il nous faut une zone de texte où mettre peut-être l'adresse à côté. Alors, la zone de texte, en fait, comme on l'a créé, c'est assez simple. Vous avez des outils d'insertion par le menu insérer, voilà. Et vous avez donc des outils qui peuvent être groupés par là, au bout. Donc dans le menu insertion, voilà, à droite, texte. Et puis vous insérez une zone de texte, voilà, qui va occuper par exemple cet espace. Voilà. Donc je copie du texte ailleurs, voilà, on va mettre une adresse, ça vaut ce que ça vaut. Deuxième chose, vous pouvez gagner beaucoup de temps en vous appuyant sur des modèles de couleurs pour rester dans la même ambiance. Déjà, sur Excel, ils ont rajouté donc la notion de thème. Donc si vous allez sur le menu mise en page, thème, donc vous avez une ambiance de couleurs. Vous remarquez la zone de texte à droite qui bouge légèrement, c'est parce que la police fait partie des éléments de thème. Donc un thème est constitué de couleurs. Si je veux baser mon outil sur une nuance de gris, je reste là, voilà, je choisis que ça. Sinon, si c'est la police qui m'intéresse, je change toute la police du fichier en un clic. Et pareil pour les effets, l'accentuation des formes dessinées et tout. Un peu comme PowerPoint pour ceux qui en font un peu. Mais pour faire simple, basé sur ce thème de couleur par défaut qui est pris, qui est le thème Office, vous passez par le menu format et pour toute forme dessinée, vous allez gagner un peu de temps en piochant sur l'une des palettes de couleurs proposées. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc là, voilà, c'est pour la couleur. Et puis là, pour la police, à ce niveau, je veux par exemple du blanc. Un blanc, voilà, ça ressort bien sur du bleu. Et voilà. Bon, ils ont un peu poussé le vice beaucoup plus loin. Donc si vous voulez en fait des couleurs assez précises, vous avez donc le nuanceur qui est là. Ces colonnes de couleurs, en fait, ce sont les colonnes de couleurs par dégradé de la même couleur, organisées par colonne. Elles viennent d'où? Elles viennent de votre thème. Donc là, c'est le thème Office qui est appliqué. Si la gamme ne vous va pas, vous devez en fait adapter la gamme ici. Vous remarquez que ça bouge en fait. C'est que ça. Bien sûr, ça change dans tout le fichier. Très bien. Donc du coup, voilà, on a ici donc une zone par rapport à notre identification personnelle. Il faudra faire pareil pour le client. Alors donc du coup, avant de commencer à importer les informations, on va déjà visuellement pouvoir se repérer. Donc il faudra découper l'espace en deux pour se repérer. C'est juste une question de repère. Voilà. Là, ce sera les informations d'identification du client. Là, je mettrai une mention facture, par exemple, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est une zone qui me permettra de faire la recherche des produits. Et là, c'est une zone qui me permettra donc d'effectuer mon calcul de total. Parfait. Maintenant, pour les titres des éléments qui seront ici. Vous allez voir que nommer les titres des colonnes de nos tableaux contenant les informations de base est extrêmement important. Je commence par les articles.
Donc à ce niveau, s'il y a ambiguïté entre deux tableaux avec leur titre de colonne, bah, il faut dûment renommer les colonnes pour ne pas s'embêter par la suite. Donc vous allez voir que ça a son importance. Pareil pour les références, voilà, ainsi de suite. J'ai une autre base qui est celle des clients. Donc j'ai mon code client qui est là, et puis toutes les informations relatives à un client sous forme de ligne. C'est ça en fait le principe d'une base de données ou d'une liste, et c'est ce que vous obtenez en faisant une extraction de données depuis vos systèmes d'information. Très bien. Donc on va s'intéresser au client. Là, j'ai une base client structurée. Donc voilà, il n'y a pas de fusion, pas de colonne sans titre, tout est bon. Et mon code client, donc mon numéro client, est positionné là. Alors pour une meilleure lisibilité, je vais renommer ces choses-là. Donc ce sera le code client. Voilà. Et pour faire simple, les espaces ça gêne pas, mais si vous évitez les espaces, ça vous évitera en fait des soucis, parce que quand vous utiliserez l'outil pour renommer automatiquement les colonnes, s'il y a un espace, puisqu'ils ne sont pas tolérés, il mettra un tiret de 8, donc vous aurez parfois visuellement un souci de repère avec vos colonnes. Très bien. Donc du coup il me faudra en fait ces informations là, les colonnes qui sont là. Très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est préparer les différentes informations qui vont arriver là par rapport au client. Mais déjà, il faut proposer le code client. Personne ne va se rappeler d'un truc pareil. Donc le code client étant là, donc juste pour faire simple, je copie le nom de la colonne, puis je le positionne là. Ça sert pas à grand chose le copier-coller, c'est juste que je suis fainéant. Ok, donc je vais proposer une liste de choix. Ça s'appelle une validation de données. Donc pour le principe, pour rappel, c'est dans données validation. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, c'est une formation sous forme de suite logique. Retournez dans la même playlist sur les vidéos précédentes, tout y est expliqué. Donc pour faciliter l'usage de cette colonne, je vais plutôt m'appuyer sur le nom. On en a parlé déjà. Donc je mets sur le menu formule, voilà, depuis sélection, ça c'est maîtrisé. Ok, on revient pas dessus. Donc je vais sur données, validation, voilà, voilà. Et pour ceux qui suivent toujours pas, n'oubliez pas, cela a été déjà expliqué précédemment, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, je reviendrai dessus. Voilà. Donc voilà. On va dire compte de facturation, voilà. Et puis voilà, on va dire parmi les comptes gérés. Soyez pas rigoureux sur l'orthographe, c'est pas mon fort. Et puis on empêchera les personnes de saisir autre chose, d'accord? Uniquement compte sous gestion. Dans le corps plutôt, on mettra compte inexistant. Voilà. Très bien. Et puis je valide. Alors l'avantage, c'est que quand je suis dans la cellule, voilà, j'ai une aide qui apparaît, et lorsque je tape quelque chose qui est incohérent, c'est intercepté. Voilà. Donc et puis l'avantage, c'est que je choisis plutôt, voilà, les codes clients qui sont de l'autre côté. En regard de ce code client, on va devoir afficher donc les conditions de règlement, le mode de règlement, l'adresse, la ville, le code postal. Voilà. Donc du coup, à ce niveau, il faudra que j'affiche la raison sociale, les modes de règlement, et c'est cela qui m'intéresse. Donc du coup, je récupère que le texte, voilà. Je reviens là. Vous remarquerez que j'évite la mise en forme pour l'instant, donc ça nous permettra après de le faire d'une traite en fait plus facilement. Voilà. Voilà nos infos qu'il faudra donc compléter à ce niveau. Et il faudra aussi pareillement l'adresse ici, la ville, le code postal et tout. Donc pareil, il faudra en fait pouvoir créer une fonction puis aller rechercher par-ci par-là. Très bien. On est prêt, on a un code, il faut faire une recherche pour rapatrier les informations. Alors je me lance. Donc j'y vais à la main, hein. Voilà, on en a parlé maintes fois. Je vais chercher ce code client, voilà, point virgule. Je vais le chercher où? Dans un tableau. Il faut que je retourne reprendre le tableau. Ce qu'on a vu, c'est que pour éviter les va-et-vient, on peut s'appuyer sur les noms. Donc pour cette partie, je vais utiliser la recherche V et je vais l'appeler base client.
y a un avantage à cela, on en a déjà parlé. Et je reprends ma recherche V. Vous allez voir, on va vite être embêté aussi par autre chose. Donc là, c'est mon code client. Très bien. Point virgule, voilà. Dans quel tableau je vais rechercher le code client? Bah, celui-là. Le tableau base client. Voilà, point virgule, mais on me demande un numéro index colonne. Alors, c'est là où on a déjà utilisé une fonction qui permet d'effectuer une recherche du titre de la colonne. Sauf que là, comme il y a des espaces et qu'on n'a pas pris le temps de nommer les colonnes de l'autre côté, il va falloir aller chercher la position manuellement de la colonne condition de règlement. Alors, comment on fait? Bah, puisque le tableau commence à partir du code, vous comptez le nombre de colonnes jusqu'à la colonne que vous voulez. Donc vous voyez en haut à droite, il y a un comptage qui se fait. 6C. Le C c'est pour colonne, donc sixième colonne en fait, pour condition de règlement. Ok, donc du coup, sixième colonne, et puis je mets faux. Voilà, condition de règlement sixième colonne. Et pour l'autre, pareil. Mais remarquez, je fais des va-et-vient. Donc on va essayer de glisser aussi une astuce sur cette vidéo. Pour éviter les va-et-vient, vous pouvez afficher deux onglets simultanément dans le même fichier. C'est à ça que sert en fait cette fonction. Vous pouvez ouvrir une fenêtre Excel sur place sur un même fichier. Ok. Je clique dessus. Alors, vous avez vu, ça a mouliné légèrement, mais il n'a pas parlé, c'est normal, il n'est pas très bavard. Et ensuite, il faut lui demander de réorganiser. Mais par contre, déjà, si je clique dessus, vous voyez, je lui dis fenêtre classeur actif, si j'en ai d'autres, et je peux choisir, soit je veux les voir en côte à côte à la verticale, à l'horizontale ou autre. Je vais mettre à l'horizontale et je le laisse faire. Voilà. J'ai deux fenêtres ouvertes simultanément. Les deux sont identiques. Juste pour vous en rassurer, regardez, je vais écrire du texte là et vous allez le voir apparaître en bas en temps réel, vous voyez? Très bien. Donc ici, l'idée c'est simplement de nous faciliter un peu la tâche. Dans certains cas, vous avez besoin de faire des formules. Mais là, vous voyez, vous pouvez indépendamment changer de fenêtre, en fait. L'une ou l'autre des deux fenêtres. Donc mon mode de règlement est là. Du coup, bah, c'est la colonne juste après, c'est la 7e. Si je tire ma formule là, il y a un dièse NA. On en a parlé, c'est une référence qui a glissé, c'est le code. Soit je donne un nom à ce code, soit je le fige. Donc, puisqu'on a déjà utilisé les noms, on va réviser les dollars. Donc voilà, j'appuie sur la touche dédiée. Pour ceux qui ont des lacunes, vous remontez sur la vidéo précédente, c'est expliqué pour la gestion des dollars. Je valide et je tire. Donc, le code ne change pas, la base ne change pas, c'est juste la colonne qui m'intéresse qui change. Et ça marche. Parfait. Alors avant de mettre cela un peu partout, remarquez que quand on n'est pas en train d'éditer, de proposer, enfin de gérer une facture, vous voyez, il n'y a pas de code, du coup on a les messages d'absence de données, c'est normal puisqu'il n'y a aucun code ici. Donc sur nos fonctions, on a vu comment éviter les NA, il y a aussi une vidéo un peu plus haut dédiée à cela. Voilà. Bah, s'il n'y a aucune donnée, moi je mettrai un petit tiret. Voilà. C'est fini. Et donc du coup la formule, je peux la copier-coller un peu partout et juste changer les informations des éléments qui m'intéressent. Et c'est là où on gagne du temps. Donc ici, je veux rapatrier voilà, les conditions de règlement, voilà les modalités. Je copie la même formule, ok, et je vais la mettre, on va dire, sur 3-4 lignes. Pour le même client, je vais ramener sa raison sociale. C'est quoi le numéro index colonne? 1, 2. Donc je fais ça. Alors c'est pas intelligent parce que la raison sociale, bah si, on va la mettre là. Ensuite l'adresse, donc là il n'y a qu'une adresse, hein, adresse 1. La colonne c'est la 3e colonne, voilà. Ensuite le code postal, donc il est là, 5e colonne, donc 4e colonne, voilà. Et finalement la ville, 5e colonne. Alors c'est que de la mise en pratique tout ce qu'on a fait précédemment, hein, n'oubliez pas. Parfait, vous voyez, fini. Après le reste c'est juste de la mise en forme, hein. Donc présentation, je vois qu'il y a une coquille là, voilà, très bien. Pour cette partie c'est fini. Oui, c'est assez rapide. Après c'est une question de présentation. Ne vous embêtez pas avec la présentation en même temps avec les formules, vous emmêlez les pinceaux. Ce qu'on va faire c'est s'attaquer à la deuxième partie en dessous. Donc pour la deuxième partie, cela concerne les articles. Donc
En fait, il faudra la référence du produit, il faudra la désignation du produit facturé, peut-être pas d'intérêt, mais on mettra le code TVA, c'est juste pour initialiser des recherches en fait à peu près dans tous les sens, puisqu'on a vu que pour les clients on a en fait la colonne code qui est en première position, et il y a une petite surprise pour les produits. Vous allez voir que c'est pas structuré pareillement. Donc prix unitaire hors taxe, et puis on mettra le montant. Le montant hors taxe, on dira. Voilà. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut. Ok. Là, il faudra proposer les listes déroulantes de choix des références. Mais pour les comptes clients, ça va. On a toujours affaire au même compte client. Mais imaginez-vous en train de rechercher le code de référence d'un produit. C'est pas très pratique. Donc du coup, sauf s'il y a un risque d'ambiguïté, on va plutôt faire une recherche sur les désignations des articles. Et là, je vais vous montrer ma base d'articles. Donc, contrairement à la recherche V, la référence n'est pas en première position. Vous voyez ? La colonne s'appelle désignation, ici référence, code TVA, prix unitaire. Ce qu'on va faire, c'est en fait faire en sorte de pouvoir rechercher à partir de désignation plutôt le produit, le code référence, ou l'inverse. Alors pour s'exercer avec index equiv, on va utiliser plutôt la référence produit qui est là. Et on se met dans une situation difficile. La recherche V permet pas de faire ce type de traitement. C'est encore une formation pour s'exercer. Donc mon conseil était de sélectionner donc le tableau et de donner un nom à toutes les colonnes déjà. Voilà. Donc on va donner un nom. Il y a une vidéo faite pour cela, pour les détails. Donc référence, code prix unitaire TVA. Ok. Ici, je vais proposer une liste déroulante de choix des références, ou ici une liste déroulante de choix des désignations. Clairement, il est plus facile de choisir une désignation là que d'aller rechercher en fait une référence de produit. Donc, ce que je vous propose là, c'est de préparer ces cellules, voilà, à proposer une liste déroulante de choix des désignations. C'est là où la nomination des cellules devient très intéressante. Donc on en a déjà parlé, c'est la liste là. Au lieu d'aller cliquer, on appuie sur la touche F3 qui est le raccourci pour faire appel à toutes les zones nommées. Et là, vous voyez, il suffit juste de choisir sans faire de va-et-vient. Donc j'ai même plus besoin d'avoir deux écrans en fait. Donc pour le jus d'orange, à ce niveau, il faudra rapatrier donc son homologue référence. Ce que je vais faire, c'est placer la référence. Voilà. Donc je regarde. C'est l'inverse que je voulais faire en fait, juste pour créer une situation un peu plus délicate. Voilà. Alors quand vous coupez-coller, les éléments suivent la trace des données. Donc vous inquiétez pas pour ça, le couper-coller ça marche bien. Voilà. Donc du coup, ici j'ai choisi un produit, j'ai besoin de rapatrier sa référence. La recherche V peut le faire puisque le nom est à gauche de l'élément recherché. Mais pour le code TVA, prix unitaire qui sont à gauche, plutôt à droite de l'autre côté, mais donc à gauche ici, on ne pourra pas utiliser la recherche V. La recherche V, à partir de l'identifiant choisi, va vers la droite. Ok ? Et donc vers le bas, en fait déjà, et ne peut rechercher que à droite. Ok, alors maintenant donc du coup on va utiliser index equiv. Je vous rappelle rapidement que pour la fonction index, c'est une fonction qui sert à rapatrier une info depuis une colonne donnée. Elle peut servir à d'autres fins, mais voilà. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut afficher ici? On veut afficher une référence de produit. Comment s'appelle la colonne? Elle s'appelle référence. Donc c'est pour ça que je vous disais d'éviter d'avoir des colonnes qui s'appellent pareillement sur différents tableaux si vous vous apprêtez à utiliser les noms. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je vais afficher une référence, point virgule, equiv, donc équivalente à quoi? Équivalente au nom qui est là. Donc je vais rechercher la désignation ici. Mais où est-ce que je vais chercher la désignation? Dans la colonne des désignations de produits. Voilà.
point virgule 0. Ça change pas et je valide. Et voilà. Alors encore une fois, c'est une fonction de recherche. Donc si on a une ligne sans produit, parce qu'on va pas forcément faire tout le temps une facture d'une trentaine de lignes, du coup, on met la fonction qui permet d'éviter les NA, quelle que soit la fonction utilisée en réalité. Et voilà. Très bien. Si je veux copier-coller cette formule-là par-ci, par-là, pour éviter de la ressaisir, je regarde. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des noms. La seule adresse, c'est B20. B20, c'est la désignation. Si je glisse cette formule, ou même si je la copie-colle ailleurs, B20 va bouger. Il ne doit pas bouger quand je glisse la formule à droite, mais vers le bas, oui. Donc on en a parlé, vous avez une vidéo dessus plus haut. Et là, je peux copier et mettre ma formule. Alors partout, oui, sauf là, parce que ça n'a pas de sens. Donc voilà ma formule, et il faut juste changer tout à chaque fois ce qu'on va afficher dans la cellule. Là, je veux le code TVA, j'appuie sur F3, code TVA. Voilà. Là, je veux le prix unitaire hors taxe. Qu'est-ce que j'affiche? Toujours la référence. Donc, je vais aller chercher le prix unitaire hors taxe. Voilà. Et on en a parlé aussi, encore une fois. Vous affichez des données brutes. Ça, c'est le résultat de la recherche. C'est pour ça que vous avez le groupe nombre, ici, pour paramétrer, en fait, selon ce que vous voulez, en unité monétaire, voilà. Mais c'est la donnée brute. Ce qu'on veut, nous, c'est réduire les décimales. Il y en a un peu trop, donc on peut le faire simplement là. Vous pouvez aussi, bien sûr, passer sur les anciennes boîtes de dialogue, hein, comme celle-là. Mais c'est beaucoup plus pratique. Il l'a exposé pour aller plus vite ici. Et ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il faut multiplier le prix unitaire par la quantité à côté. Alors selon moi, on a tout bon là pour pouvoir étirer notre formule vers le bas. Donc, question, quand j'ai deux écrans comme cela ouverts, lequel je ferme? Peu importe, il n'y a aucune différence. À aucun moment le fichier n'est fermé tant que vous ne fermez pas la dernière fenêtre sur le fichier. Je ferme cette fenêtre là. Voilà, vous voyez, il est toujours là. Donc, et je descends jusqu'à la fin. Alors, à ce niveau, il faudra que je mette une quantité. Voilà, voilà, ça marche bien. Il faudra juste gérer correctement en fait les unités. Alors, si vous voulez des unités monétaires, hein, vous y allez, c'est par là. Ok. Pareil sur le prix unitaire. Tiens, on va le faire d'ailleurs. Voilà, ok. Je vais changer un produit. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Donc, ok. Donc, ce qu'on va faire cette fois, si j'efface, qu'est-ce qui se passe? Il faudra vérifier. Voilà. Là, ça marche bien, mais bon, là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? J'effectue une multiplication avec quelque chose qui ne va pas. Normalement, il est censé m'afficher 0, mais ici, c'est le résultat de nos recherches qui renvoie rien. Donc, du coup, il faudra en fait intercepter aussi les erreurs. On va faire ça. Ok, on va vérifier si cela marche. Voilà. Donc finalement, c'est une répétition des bonnes pratiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est une recherche. Là, c'est une saisie. Quantité. Voilà, ça a l'air de marcher. Très bien. Donc je sélectionne tout cela. Je le tire vers le bas. Et voilà, donc là on est à l'identique sur chacune des lignes. Là, je choisis donc un produit, voilà. Je passe à 10, voilà, le moteur est en place pour cette partie. Là, c'est une simple somme qu'il nous faut pour afficher un montant hors taxe total. Donc, ce qu'on va faire ici, on va mettre un intitulé, montant, ou total, simplement. Voilà. Je pense qu'il y a un souci avec la capitale, là. Voilà. Ok, et puis on va faire la somme au-dessus. Donc vous avez plusieurs façons, hein. La somme automatique, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Et puis en dessous, on mettra un total TTC avec une TVA ici. Donc je mettrai la mention TVA. Voilà. Et finalement, cette majuscule.
Ensuite, je mettrai le pourcentage ici hein, de l'imposition. Voilà. Donc du coup, ici ce sera mon total TTC. Donc du coup, ça va être en fait finalement 1 pour l'unité plus le pourcentage à poser ici multiplié par la somme en fait à la base. Donc c'est parti. Donc calcul à la main, donc égal ce montant là que multiplie, alors j'ouvre la parenthèse puisque quand même il y a une étape hein. Ce sera 1 plus ce pourcentage là, voilà, très bien. Voilà pour le moteur, tout y est. Bon, alors après c'est juste une question de mise en forme et préparer l'impression. Parfait. Donc c'est là où on va commencer les recalages parce que vous voyez j'utilise pas toute la partie, donc du coup ça je peux m'en débarrasser. Voilà. J'ai pas la bordure puisque j'ai supprimé, donc on va parler des bordures. Ici je peux mettre les bordures en passant par des modèles de bordures qui sont là, mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin et puis affiner un peu. Alors vous choisissez le type de bordure, la couleur de la bordure. Si vous voulez juste la mettre sur le bord de haut, de bas par exemple, vous voyez, ça donne quelque chose, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais d'assez fin. Mais si vous voulez des bords arrondis, c'est pas le fort d'Excel, hein, ok. Vous allez plutôt devoir, donc là j'efface les bordures, vous avez un modèle qui s'appelle aucune bordure, c'est fait pour s'en débarrasser. On va plutôt utiliser des formes dessinées. Vous allez sur insertion, forme, donc c'est les mêmes accès, hein, sauf la version 2003. Et on prend un rectangle avec un bord arrondi. Voilà, et puis je le dessine en fait, sans remplissage. Et comme ça, bah, j'aurai une forme arrondie avec les contours à l'extérieur. Voilà. Ok. Je vais gérer donc ici la largeur de cette colonne là. Ici je mettrai donc un fond. Vous avez aussi les styles de cellules qui permettent de gagner du temps sur le choix sans s'embourber dans des choses complexes. Voilà, donc là c'est le choix du code client. Et pour les polices des éléments, je peux m'appuyer en fait sur une police facile pour l'impression, tout ce qui est Verdana et autres, des polices arrondies. Voilà, donc après c'est une question de goût ou par rapport à vos codes couleurs de l'entreprise. Donc ici je vais en dupliquer, donc copier-coller, hein, voilà, ou CTRL D, c'est pareil. Je vais le positionner là, et puis bon, je l'ajuste à ce niveau-là. Ok, on va élargir un peu pour les quantités. Alors, si vous voulez ajuster des formes existantes, vous embêtez pas, vous avez le menu format en haut et aligner. Donc dans les versions, par contre ça bouge assez souvent, hein, ces options-là. Donc je vais aligner le bord de haut, vous voyez, il se cale automatiquement. Et si je suis pas content de la hauteur, bah, je clique là et j'enfonce jusqu'à ce que bah, ils arrivent là où je veux. Mais ils restent synchrones en termes de hauteur, même si la largeur n'est pas la même. Alors, je pense que je vais augmenter un peu l'épaisseur donc du contour. Voilà, un truc un peu plus accentué. Donc là, il nous fallait une mention facture. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt fusionner la zone. En fait, toute la zone. C'est juste une question de présentation, hein, c'est tout. Donc ici, là, on va l'appeler facture. Pour ceux qui se posent la question sur les numéros de facture, on ne peut pas gérer les numéros de facture automatiques sans avoir derrière un enregistrement des factures déjà émises pour incrémenter un compteur. On peut en parler, il faudra introduire sur Excel une notion de macro. Pas très difficile, vous allez voir, c'est assez simple à appréhender, on le fera ensemble d'ailleurs, c'est prévu. Ici je vais centrer donc mon texte à chaque fois. Et là il me faudra en fait une meilleure lisibilité sur les colonnes. Donc je mettrai déjà une bordure épaisse pour le contour. Voilà, pour le contour uniquement. Je vais essayer de rester dans les palettes de couleurs, hein, les mêmes. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, ici j'attirerai l'attention. Donc je vais mettre un fond bleu foncé et une police blanche. Voilà. Et ensuite, pour les lignes là, pour l'intérieur,
Donc je vais prendre des pointillés fins pour tracer la différence entre chaque ligne de produit. Donc vous voyez c'est que ça donne. Plutôt pas mal hein, quand même. Donc ici on va mettre un fond quand même pour occuper tout l'espace. Pareil, police blanche, toujours même nuance. Un gras par contre. Ici c'est pareil en gras, voilà. Pour attirer l'attention sur le chiffre, on peut peut-être l'agrandir un tout petit peu, voilà. Et puis là on va déjà centrer, augmenter un peu la taille, c'est quand même le but de la facture hein, à ce niveau. Okay. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. On a quand même un résultat assez abouti là. Sachant que pour l'impression, bon j'ai pris des couleurs un peu plus légères. Si vous n'avez pas une imprimante couleur, préférez les couleurs sombres, puisque le noir et blanc, on va le gérer de l'autre côté. Très bien, donc voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut. Ça c'est un peu trop lourd par rapport à la légèreté que j'ai choisi d'appliquer. On va prendre quelque chose de transparent, fin comme cela. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, la partie la plus essentielle, c'est la constitution donc des éléments de la facture, qui sont donc des fonctions de recherche plutôt. Ensuite, la mise en forme vient après. La dernière partie, ce sera la partie impression. Comment j'imprime? La façon la plus simple de le faire, c'est de passer en bas. Là, vous avez un mode d'affichage qui peut changer. Donc en mise en page ici, quand vous cliquez, le système vous permet de mettre des entêtes et pieds de page. Ok, vous avez juste à cliquer en haut à gauche, hein, par exemple. Si vous voulez mettre le logo de votre entreprise, mais il est déjà en plein milieu, ce serait une hérésie. Hein. L'image, le nom de la feuille, la date et l'heure, par exemple. Voilà, on mettra la date. C'est un code en fait, c'est qui permet de l'actualiser au moment de l'impression. Pareil pour l'heure. Voilà. Et puis à droite, vous pouvez mettre une mention. Voilà. Ou on va dire joyeux, gourmet. Alors là, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec cette majuscule. J'y arrive. Bon. Voilà. Ou joyeux. Voilà. On va dire que c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, c'est principalement son rôle là. Bien sûr, vous avez des sauts de page et tout ça. On va gérer ça avec le troisième menu. Donc, celui-là vous permet de voir concrètement qu'est-ce qui va être imprimé et comment. Donc il faudra le gérer ici. Tout ce qui est pointillé, c'est des sauts de page. Donc cette colonne sera sur une autre page, ce qui n'est pas top. Donc on clique et on tire hein, simplement. Vous voyez, ça mange pas de pain. Voilà. J'ai tout sur une page. Donc je reviens sur mon menu normal. Et puis là, on peut jouer un peu avec l'apparence. J'enlève les quadrillages et voilà le résultat. C'est bien sûr dépendant de ce que vous voulez faire par rapport à la présentation. Donc on va tester notre outil. Je vais facturer donc un client, voilà. Ok. Je vais aller chercher à mettre quelques produits, voilà, du raisin, voilà, pamplemousse. Tiens, on est trop jus là. Voilà pour l'apéro. Sachant que le choix étant quand même assez particulier, voilà. Donc voilà. Voilà. Très bien. Donc maintenant pour l'impression, il faut savoir que si vous imprimez et qu'il y a une coquille, même si vous créez un PDF, coquille il y aura. Donc vous devez jeter un coup d'œil sur l'impression et vous avez un petit outil pour gérer les marges s'il y en a trop là sur les côtés ou tout ce qui est centrage ou taux d'occupation de la page. Donc à ce niveau, les marges c'est là. Pour centrer, c'est juste des cases à cocher. Donc si je coche cela, vous allez voir, il va vraiment être centré au milieu. Voilà. Les marges, ils ont rajouté des modèles de marge. Donc il est plus pratique de dire, tiens, je veux des marges étroites là, que d'aller tapoter dedans manuellement en fait. Donc voilà un tout petit peu. Vous voyez, donc les entêtes et pieds de page ont bien pris place. Et une bonne révision de tout ce qu'on a fait. Ici, d'aucuns se posent la question sur la gestion des hauteurs de lignes parfois. Sachez que quand vous sélectionnez un ensemble de lignes, quand vous double-cliquez entre les lignes, vous gérez automatiquement la hauteur des lignes. Sinon, si l'ensemble est sélectionné, vous avez juste à redimensionner une ligne, toutes les autres suivent.
Ça vous permet de rester uniforme à ce niveau. Donc en plus là je vois que c'est pas tip top hein, d'aligner les produits de cette manière là. Voilà. Et pareil, cette coquille là dont je vous parlais, c'est que si vous imprimez, bah, vous aurez une coquille pareille. Donc ce qu'on peut faire là, c'est adapter automatiquement la largeur de la colonne B. Pour ça, vous vous mettez entre les deux lettres de colonne et vous double-cliquez. Le système va chercher tout le texte dans cette colonne qui est tronquée et l'ajuster. Voilà, donc nous venons de réaliser un outil qui nous permet de faire le tour de ce qu'on a vu, une bonne trentaine de minutes, hein, comme vous voyez. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire sur les versions depuis la version 2010, donc 2007 est exclu, et 2003 bien sûr, vous pouvez enregistrer vos factures sous format PDF. Donc ici, vous avez juste à faire un fichier enregistré sous, donc ça s'affiche comme ça hein, sur la version 2013, voilà. Et vous allez voir en fait que c'est assez facile à mettre en place. Donc on verra l'impression des PDF par la suite et puis le stockage donc de ces factures moyennant par exemple un bouton ici dans une feuille dédiée. Donc voilà, si vous avez aimé et que la vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. On fera par la suite des tableaux de bord dans d'autres playlists en sachant créer des mises en forme conditionnelles et des graphiques. Si cela vous intéresse, bien sûr, on passera au vote, hein, c'est la démocratie, et le partage de connaissances. Donc abonnez-vous pour nous aider, et, cliquez sur j'aime, et si vous avez des questions constructives, n'hésitez pas à les poser. S'il y a besoin, on fera une vidéo dessus. Merci à vous.